Et si je vous disais que Pinkland Thomas a affronté Evander Holyfield après avoir subi un AVC? C'est fini? Il arrête le combat. Angelo arrête le combat. Angelo Dundee a dit à l'arbitre « C'est fini, on n'en veut plus !» Ou qu'il était littéralement défoncé quand il a remporté le titre de champion du monde poids lourd. Tout le monde connaît son nom. Et si vous êtes assez âgé, vous vous souvenez de ses célèbres guerres contre Tyson et d'autres légendes. Mesdames et messieurs, voici Pinkland, Pinky, Thomas. Qui frappe fort? Pinkland. Qui a la meilleure main gauche? Pinkland. Il va se faire battre. Mais qu'en est-il de sa chute, des controverses et de la vie qu'il mène aujourd'hui? Ça ne vous dit rien? Alors voyons ce qu'est devenu ce boxeur autrefois redoutable. J'avais les mains les plus rapides et les pieds les plus rapides, et il n'y avait aucune chance qu'on me batte un jour. Le monde de la boxe voyait les shorts roses et le puissant direct du gauche, mais il n'a jamais vu le vrai combat qui se déroulait en dehors du ring. Alors qu'il échangeait des coups avec des champions, un adversaire bien plus dangereux rôdait dans son coin, un adversaire qui allait presque le détruire. Croiriez-vous qu'un gamin de 12 ans qui se shootait à l'héroïne porterait un jour la ceinture de champion du monde des poids lourds? Parce que c'est exactement là que commence notre histoire. Avant que Pinkland Thomas ne devienne célèbre, il n'était qu'un gamin de plus de Pontiac, dans le Michigan. Mais voici ce qui rend son histoire si tragique. Thomas n'était pas un gamin des rues, sans perspective. Il avait une famille stable, de classe moyenne, où l'on inculquait des valeurs et où les parents travaillaient dur. Pas de foyer brisé, pas d'histoire tragique, pas de système à blâmer. Alors comment un gamin avec une vie décente peut-il sombrer sur une voie aussi sombre? En prenant toutes les mauvaises décisions possibles. À 14 ans, il ne faisait plus qu'expérimenter. Il était déjà accro. Pas le genre de toxicomane qui s'amuse le week-end, mais celui qui se réveille en ayant plus besoin de sa dose que de manger, celui qui est prêt à tout pour éviter la souffrance qui arrive quand les faits s'estompent. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Des braquages sérieux, des crimes violents. Thomas n'a pas seulement perdu son enfance à cause de l'héroïne, il l'a littéralement réduite en cendres. Réfléchissez à ça un instant. Un adolescent tellement accro, tellement désespéré d'obtenir de la drogue, qu'il a commencé à cambrioler les mêmes personnes qu'il avait vues grandir. Son propre quartier est devenu à la fois son terrain de chasse et sa prison. Il y avait des gens haut placés qui voulèrent ma mort, a-t-il avoué plus tard. Ce n'était pas de la rébellion adolescente. C'était une question de vie ou de mort. Alors que les autres adolescents se préoccupaient des devoirs et de leurs premiers amours, Thomas se cachait derrière des bâtiments, évitait d'anciens amis et fuyait les dealers qui voulaient à sa peau. Même les forces de l'ordre tenaient des dossiers sur lui. Et le pire dans tout ça, rien de tout cela n'a suffi. L'héroïne gardait son emprise sur lui, réclamant toujours plus. Plus d'argent, plus de crimes, plus de risques. Le chaos de son adolescence a créé une réalité où survivre était devenu son travail à plein temps. Ce qui frappe particulièrement dans ses premières années, c'est la différence par rapport à la plupart des champions. Alors que ses futurs rivaux apprenaient à donner de bons jabs, Thomas, lui, apprenait à éviter la prison. Il apprenait des itinéraires de fuite, pas des jeux de jambes. La boxe n'est entrée dans sa vie que bien plus tard. En fait, ce n'était même pas son idée. Quand la dépendance et un casier judiciaire ont fermé la plupart des portes, la boxe est apparue comme un salut improbable. La plupart des boxeurs viennent de milieux difficiles, pauvreté, famille brisée, un système qui joue contre eux. Thomas n'avait rien de tout cela. Il n'y avait aucune excuse liée à son environnement. Aucune histoire tragique ne l'a poussé vers la dépendance. Juste de mauvaises décisions répétées encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'issue. C'est ce qui rend son histoire à la fois tragique et inspirante. Parce que, d'une manière ou d'une autre, malgré tout, il a trouvé le moyen de s'élever. Mais ne vous y trompez pas, ses premières années de dépendance ont jeté une ombre sur sa carrière. Même lorsqu'il gravissait les échelons chez les poids lourds, ses démons ne l'ont jamais quitté. Les adversaires sur le ring étaient dangereux. Bien sûr, il laissait des bleus, mais le combat, qui se déroulait en dehors du ring, il laissait des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Ce combat-là était bien plus mortel. Les mêmes mains qui autrefois serraient des garrots finiraient par être levées en signe de victoire, champion du monde des poids lourds. Réfléchissez un instant à cette contradiction. Pinkland Thomas ne se battait pas proprement, dans tous les sens du terme, ni en dehors du ring, et souvent même pas à l'intérieur. Et pourtant, en 1984, son bilan immaculé de 24 victoires, 0 défaites et un nul lui avait valu une chance pour le titre des poids lourds, une opportunité que personne n'avait vu venir. Alors que le chaos et l'addiction régnaient sur sa vie en dehors du ring, entre les cordes, le bruit s'apaisait. Même avec la drogue circulant encore dans ses veines, le ring de boxe devenait son sanctuaire.
Le carré magique lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs. Un but, une direction et, pendant de brefs instants, la paix. Cela n'avait aucun sens, mais rien dans l'ascension de Thomas n'en avait. La plupart des champions font leurs preuves chez les amateurs, perfectionnant leur art au fil de dizaines, parfois de centaines de combats avant de passer professionnel. Thomas, il en avait 3. C'est comme essayer de pratiquer une opération du cerveau après un séminaire d'un week-end. Lorsqu'il est devenu professionnel en 1978, les attentes étaient, soyons honnêtes, inexistantes. C'était un novice de la boxe nageant parmi les requins. Personne ne comprenait. Mais combat après combat, Thomas continuait de gagner, enchaînant une série d'invincibilités qui a forcé le monde de la boxe à le remarquer. Son ascension dans les rangs défiait littéralement les probabilités. Même en gravissant les échelons des poids lourds, il s'entraînait souvent sous l'emprise de la drogue, allant parfois jusqu'à monter sur le ring avec de l'héroïne encore dans son organisme. Ce short rose est devenu sa signature, une distraction tape à l'œil. Tandis que les commentateurs parlèrent de sa tenue de ring unique, il passait à côté de ses yeux vitreux, de son comportement erratique, des moments où il semblait perdu entre les rounds. Son secret restait caché derrière un puissant direct du gauche. Il était précis, autoritaire, et lui permettait de contrôler la distance et de se dissimuler à ses adversaires. En août 1984, Thomas affichait un palmarès de 24 victoires, 0 défaites et 1 nul. Le monde de la boxe ne pouvait plus l'ignorer, même si beaucoup d'initiés doutaient encore de lui. Et pourtant, lorsque l'occasion s'est présentée, Thomas a fait ce qu'il a toujours fait. Il a défié les pronostics. Tim Witherspoon se tenait face à lui pour le championnat du monde poids lourd WBC et ce n'était pas beau à voir. 12 rounds éprouvants plus tard, l'homme qui n'avait rien à faire dans ce ring a vu sa main levée. Pinklon Thomas était le champion du monde poids lourd et il cachait encore un secret qui aurait pu le détruire. Sa première défense de titre contre l'ancien champion Mike Weaver en juin 1985 montra Thomas à son apogée absolu. Son direct du gauche contrôlait le combat jusqu'à ce qu'au 8e round, Thomas décoche un coup parfaitement synchronisé qui envoya Weaver au tapis. Cette victoire fit taire les sceptiques. Les critiques qui remettaient en question sa légitimité n'eurent d'autre choix que de reconnaître la vérité. Pinklon Thomas n'était pas seulement un champion, il était l'un des meilleurs poids lourds de son époque. Les analystes de boxe louaient sa technique et son sang-froid, sans jamais savoir que l'homme qu'ils étudiaient affrontait un adversaire bien plus dangereux que tous ceux qu'il avait rencontrés sur le ring. Pendant un bref instant dans l'histoire de la boxe, Thomas s'est tenu au sommet de la division des poids lourds, mais chacune de ses défenses de titre n'était pas seulement contre un adversaire. C'était un combat contre une addiction qui continuait de le ronger loin des projecteurs. Et bientôt, la double vie qu'il avait soigneusement construite allait s'effondrer. Alors que les paris le donnaient largement favori pour conserver son titre face à Trevor Berbick, ceux qui étaient les plus proches du champion connaissaient un secret dévastateur. L'homme qui défendait le titre le plus prestigieux du sport n'arrivait même pas à se concentrer assez longtemps pour se préparer au combat. À la place, il consacrait son énergie à une activité secondaire étrange qui laissait les initiés de la boxe perplexes. Vous voulez deviner? Il s'agissait de vendre des cassettes de musique faites maison à 5 $ pièce. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que Berbick se préparait à lui prendre son titre, Thomas, lui, s'activait comme un artiste en galère. Si cela ne vous montre pas où il en était mentalement, rien ne le fera. Ses priorités s'effondraient et sa carrière aussi. Le chaos ne s'est pas arrêté à cette parenthèse musicale. Le coin d'un boxeur champion est un territoire sacré. C'est le seul endroit où tout est censé avoir un sens. Mais lorsque Thomas est monté sur le ring face à Berbick en 1986, son entraîneur légendaire, Angelo Dundee, l'homme qui avait mené Muhammad Ali vers la gloire, était introuvable. Leur relation s'était tellement détériorée que Dundee, l'un des seconds les plus fidèles de la boxe, n'a pas pu rester aux côtés de son boxeur lors de ce qui aurait dû être un moment décisif. Et tout simplement, le champion est entré dans le plus grand combat de sa vie complètement seul. L'argent qui aurait dû assurer l'avenir de Pinklon Thomas est devenu le carburant de sa chute. Avec l'argent qui affluait, sa dépendance à la cocaïne a explosé. Plus de limites, plus de retenue, juste une addiction pure et totale. L'entraînement est devenu secondaire. Le soir du combat, les fans regardaient, perplexes. Le boxeur discipliné, techniquement irréprochable, avait disparu, remplacé par une ombre distraite et mal préparée. Thomas se déplaçait lentement, déconnecté, comme un boxeur prisonnier de son propre corps. Berbick a vu la faiblesse et est passé à l'attaque.
12 rounds plus tard, le titre avait disparu, et avec lui, la place de Thomas parmi l'élite de la boxe. À son crédit, il n'a pas disparu. Il a enchaîné 3 victoires consécutives, reconstruisant suffisamment sa réputation pour décrocher un combat contre la nouvelle force terrienne du sport, Iron Mike Tyson. Nous sommes en 1987 et Tyson traversait la division des poids lourds comme une scie circulaire. Mais au moment où il avait le plus besoin d'être au sommet de sa forme, le désastre a frappé. Une vieille blessure à l'épaule s'est réveillée, le laissant à peine capable de lancer son bras droit. Angelo Dundee, qui était revenu dans le coin de Thomas, le supplia d'annuler. « Angelo voulait annuler le combat contre Tyson à cause de mon épaule », révéla plus tard Thomas. Mais le désespoir pousse les hommes à la témérité. Ils savaient que les grosses primes touchaient à leur fin. « Je n'aurai peut-être pas d'autre opportunité », a-t-il raisonné. Alors, face au poids lourd le plus destructeur de sa génération, il est monté sur le ring avec pratiquement un seul bras. Le résultat fut à la fois prévisible et remarquable. Tyson est arrivé comme une boule de démolition, envoyant Thomas au tapis pour la première fois de sa carrière. Il a vacillé sous l'impact, mais a refusé de rester à terre. Pourtant, dans une démonstration de courage qui vaudra plus tard le respect de Tyson, Thomas a terminé debout. Mais si son refus d'abandonner témoignait d'un courage remarquable, ce qui s'est passé par la suite a révélé quelque chose de bien plus troublant. Pendant 3 jours après le combat contre Tyson, Thomas a disparu, non seulement de la boxe, mais de la réalité elle-même. Une disparition sous l'emprise de la cocaïne si grave qu'il n'avait aucun souvenir d'où il était ni de ce qu'il avait fait. C'était l'addiction sous sa forme la plus dangereuse, un homme en train de s'effacer activement. Mais l'impensable, le véritable, restait encore à venir. En 1988, alors qu'il se préparait pour son combat contre la star montante Evander Holyfield, Thomas a subi un accident vasculaire cérébral. Pour n'importe quel athlète, cela signifierait une prise en charge médicale immédiate et des discussions sur la retraite. Mais pour Thomas, cela signifiait quelque chose de totalement différent, la dissimulation. Dans ce qui ne peut être décrit que comme l'un des plus dangereux secrets de l'histoire de la boxe, Thomas a pris la décision de cacher son AVC aux autorités de la boxe. Un homme avec des lésions cérébrales avérées est délibérément monté sur le ring face à l'un des boxeurs les plus forts et les plus implacables. Ce n'était pas du courage, c'était du suicide. Les experts médicaux sont unanimes. Boxer après un AVC, c'est comme traverser un champ de mines les yeux bandés. La pression artérielle élevée, les traumatismes crâniens. Chacun de ces facteurs aurait pu provoquer une hémorragie, des convulsions ou pire, la mort. Thomas ne risquait pas seulement sa carrière, il jouait sa vie. Et lorsqu'il est monté sur le ring face à Evander Holyfield, tout s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre. Le boxeur talentueux, qui avait autrefois porté la couronne des poids lourds, avait disparu. À sa place se tenait une coquille affaiblie, se déplaçant péniblement, tandis que Holyfield le démantelait au fil de 7 rounds brutaux. L'homme qui avait autrefois tenu tête aux meilleurs du monde n'était même plus capable d'opposer une résistance digne de ce nom. C'était difficile à regarder. Et pour Angelo Dundee, l'homme qui l'avait autrefois mené au titre mondial, c'était insupportable. Après avoir vu son boxeur encaisser des coups inutiles, il a clairement fait connaître sa position. Il était temps de raccrocher les gants. Quand l'homme qui a entraîné Muhammad Ali et Sugar Ray Leonard dit que c'est fini, c'est fini. Après la défaite contre Holyfield, Thomas a complètement disparu de la boxe. Pendant près de 2 ans, son nom a disparu des affiches de combat. Son addiction s'est aggravée. L'argent de son titre de champion s'est évaporé. Lorsqu'il est revenu en 1990, le monde de la boxe a été témoin de sa douloureuse transformation. Mike Hunter, Riddick Bowe, Tommy Morrison, des noms qui n'auraient pas inquiété le Thomas de la grande époque. Aujourd'hui, ils l'ont démantelé sans difficulté. Pour les initiés de la boxe qui se souvenèrent de son apogée, de son jab précis, de son jeu de jambes fluide, de sa droite dévastatrice, c'était insoutenable à regarder. Ce n'était pas seulement un champion dépassé par le temps. C'était un boxeur dont le corps avait été ravagé par l'addiction et la catastrophe médicale. La tragédie s'est aggravée lorsque Thomas est devenu exactement ce que les boxeurs vieillissants redoutent le plus, un faire-valoir. L'ancien champion n'était plus qu'une victoire assurée pour un autre. Passer de champion du monde à simple marchepied était déjà terrible, mais ce qui s'est passé après qu'il a raccroché les gants en 1993 fait paraître son déclin sur le ring comme un simple échauffement. Car 6 ans après sa retraite, avec un bilan honorable de 43 victoires, 7 défaites et un nul, Thomas n'était pas seulement un champion oublié, il était en train de mourir et il ne le savait même pas encore.
le coup de grâce est tombé en 1999, porté non pas par le poing d'un boxeur, mais par le diagnostic d'un médecin. Pinklon Thomas avait l'hépatite C, un virus impitoyable qui ravageait silencieusement son foie depuis des décennies. Sinistre souvenir de ces seringues souillées utilisées durant ces années de toxicomanie. Ce n'était pas juste un autre revers, c'était une véritable condamnation à mort. Lorsque les médecins ont fait des analyses, ils ont été stupéfaits. Le taux de son foie avait explosé, atteignant des millions, un chiffre si élevé que les professionnels de santé s'étonnaient qu'il respire encore. Réfléchissez à cela. Au cours de ces combats de championnat, de ces affrontements contre Tyson et Holyfield, un virus mortel le détruisait de l'intérieur. Les médecins n'ont pas cherché à édulcorer la situation. Thomas avait de la chance d'être encore en vie. Le traitement était aussi brutal que n'importe quelle punition qu'il avait subie sur le ring. La thérapie à l'interféron, ce n'était pas de gentils petits comprimés à avaler au petit déjeuner. C'étaient des injections douloureuses qui le forçaient à affronter les conséquences de ses choix. Chaque aiguille qui le sauvait était un rappel amer de celle qui avait failli le tuer. Pour la première fois, Thomas ne pouvait ni frapper, ni esquiver, ni se faufiler pour sortir d'affaire. Cet adversaire se battait de façon déloyale, attaquant ses organes plutôt que son menton. Et contrairement à ces combats où la cloche finit toujours par sonner, cette bataille s'étirait jour après jour, sans arbitre pour intervenir quand les choses devenaient trop dures. Le diagnostic l'a forcé à affronter une vérité cruelle. Vous vous souvenez, comme on dit parfois, que les athlètes perdent le prix de la grandeur? Eh bien, Thomas payait maintenant, non pas en perdant des titres, ni dans les camps d'entraînement, mais avec sa santé, son avenir et tout ce qui lui restait. Toutes ces années d'abus de drogue lui avaient enfin présenté une facture impossible à ignorer. Durant ces heures les plus sombres, deux personnes se sont révélées cruciales pour la moindre chance de survie qui lui restait. Sa femme Dawana a fait preuve d'une loyauté rarement vue dans les histoires de boxe. Elle est restée quand l'argent avait disparu, quand la gloire s'était éteinte, quand l'homme qu'elle avait épousé ne tenait plus qu'à un fil. Elle a refusé de jeter l'éponge alors que la plupart l'auraient fait. Le traitement éprouvant a offert à Thomas d'innombrables heures pour réfléchir à ce qui aurait pu être, au règne de champion qui aurait pu durer des années au lieu de quelques mois, à la fortune qu'il aurait pu amasser. Mais au milieu de cette douloureuse introspection, une prise de conscience est survenue. Il avait encore quelque chose à offrir, même si ce n'était plus sur le ring. « J'ai eu la chance d'être encore en vie aujourd'hui », dira-t-il plus tard. Cette déclaration était plus que de simples mots. C'était le premier vrai coup que Thomas avait porté depuis des années. Peut-être pour la première fois depuis ses jours de champion, il s'est engagé dans un combat non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour sa propre existence. Alors que l'ancien champion luttait pour sauver sa propre vie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une histoire de rédemption comme la boxe n'en avait jamais connue commençait à prendre forme. Le même homme qui autrefois n'arrivait pas à rester sobre assez longtemps pour réaliser son potentiel de champion s'apprêtait à lancer une contre-offensive contre l'addiction qui allait toucher plus de vies que n'importe quelle défense de titre. Lorsque le brouillard de l'addiction s'est enfin dissipé, Thomas s'est retrouvé à la croisée des chemins. Sa carrière de boxeur était terminée, ses jours de champion n'étaient plus qu'un lointain souvenir, mais dans ce moment de lucidité, il a vu un but émerger de sa douleur. En 1998, il a fondé Project Pink, qui signifie Pride in Neighborhood Kids, une organisation dont la mission le touchait plus personnellement que n'importe quel adversaire. La mission? Éloigner les enfants de la drogue. Leur offrir la boxe, la discipline et l'espoir avant que l'addiction n'ait la chance de les emporter. Vous vous souvenez comment Thomas se cachait autrefois dans son propre quartier lorsqu'il était adolescent? Aujourd'hui, il retournait dans des quartiers similaires, non pas pour se cacher, mais pour se tenir droit, à la fois comme avertissement et comme phare d'espoir. Quand un ancien champion poids lourd entre dans une pièce et raconte aux enfants qu'il se droguait entre deux combats de championnat, ils écoutent d'une manière qu'ils n'auraient jamais avec des parents ou des professeurs. Depuis 25 ans, Thomas maintient sa sobriété tout en devenant ce qu'il n'a jamais eu dans sa propre jeunesse, un mentor. À l'University Boxing Gym de Melbourne, en Floride, il a créé un sanctuaire où les adolescents en difficulté trouvent bien plus que de simples techniques de boxe. Ils découvrent une structure, de la discipline et surtout quelqu'un qui comprend vraiment leurs difficultés sans les juger. Nous devons empêcher nos enfants de commencer à consommer de la drogue et de l'alcool et leur offrir le soutien, les conseils et l'amour dont ils ont besoin, dit-il. Ces paroles frappent plus fort que n'importe quel coup de poing, non pas à cause de ses titres en boxe, mais parce qu'il l'a vécu.
Antonio Tarver, ancien champion des mi-lourds, est la preuve vivante de l'impact de Thomas. Il lui attribue le mérite d'avoir changé le cours de toute sa vie. C'est ainsi que se construisent les héritages. Un champion en crée un autre, pas seulement sur le ring, mais aussi dans la vie. Ce qui rend l'approche de Thomas particulièrement efficace, c'est son refus d'édulcorer son histoire. Lorsqu'il se rend dans des écoles, des groupes de jeunes et des centres communautaires, il partage la vérité sans filtre, les traces de piqûres, les occasions perdues, les conséquences sur la se hantent encore aujourd'hui. C'est brut, mais c'est authentique. Et c'est pour ça que ça fonctionne. L'ironie ne lui échappe pas. Les expériences même qui ont failli le détruire sont devenues son atout le plus précieux pour toucher les jeunes en difficulté. Les jeunes qui, d'ordinaire, lèvent les yeux au ciel face aux figures d'autorité, se penchent en avant lorsqu'ils parlent, reconnaissant en lui quelqu'un qui a déjà emprunté le chemin qu'ils envisagent. À 68 ans, Thomas n'a plus l'allure imposante de celui qui partageait autrefois le ring avec l'élite de la boxe. Les années d'abus de substances et de combat pour sa santé ont laissé des traces. Mais aux yeux des jeunes qui l'accompagnent, il possède quelque chose de bien plus précieux, une autorité morale acquise à travers la souffrance et la rédemption. La fondation qu'il a créée a guidé d'innombrables jeunes vers de meilleures voies, transformant un homme autrefois connu pour son autodestruction en un pilier de la communauté. Et voici le fait. Sa seconde vie a éclipsé la première, car parfois, les victoires les plus significatives de la vie ne s'accompagnent pas de ceinture. Elles arrivent bien après que la cloche finale a retenti. Quand un boxeur entre au Space Coast Sports Hall of Fame, on pourrait s'attendre à ce que ce soit pour ses coups, pas pour sa raison d'être. Mais en 2019, Pinklon Thomas a été honoré non pas pour ce qu'il a accompli sur le ring, mais pour ce qu'il a réalisé en dehors. Voilà le véritable héritage de Pinklon Thomas. Non pas la ceinture de champion qu'il a un jour portée, mais les vies qu'il a transformées depuis qu'il a raccroché les gants. Vous savez, la plupart des boxeurs sont retenus pour leur plus grand combat. Mais Thomas sera, lui, rappelé pour son plus grand combat de tous, celui contre lui-même, celui qu'il a finalement remporté. Dans cette victoire, il ne s'est pas seulement sauvé lui-même. Il a créé un modèle qui sauve les autres, et cela ne vaut-il pas bien plus que n'importe quel titre? L'histoire de Pinklon Thomas ne parle pas seulement de boxe. Elle parle de survie, de rédemption, de seconde chance. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Thomas mérite-t-il plus de reconnaissance en tant que boxeur? Et plus important encore, son impact après la boxe a-t-il plus de valeur que le titre qu'il a un jour porté? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car d'autres histoires incroyables et méconnues de la boxe arrivent bientôt.